Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, le podcast qu'on écoute à peu près sur toutes les plateformes disponibles. Alors que depuis quelques années, on s'est habitué à un discours faisant état d'une pénurie de personnel. On en a parlé beaucoup à cette antenne. Les choses changent à une vitesse qui peut faire peur. Depuis un an, le marché de l'emploi va pas très bien au Québec. Pour preuve, on a perdu 5200 emplois à temps plein. Pire encore, le nombre de chômeurs a bondi de 58 000 personnes selon les données du marché de l'emploi compilées par Statistique Canada et également retransmises par Statistique Québec. Le nombre de chômeurs s'élève maintenant à 244 200, en hausse de 31% en l'espace de 12 mois, ce qui est énorme. On assiste aussi à une hausse des faillites d'entreprises et les jeunes hommes semblent de moins en moins aptes pour le marché du travail. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? La réponse est probablement oui. J'en discute avec un de nos réguliers parmi les chroniqueurs, l'ami des gens d'affaires et des PME, conférencier, formateur et chroniqueur. Bonjour Simon Saint-Hilaire. Comment ça va, Gilles? Ça va bien? Bienvenue. Ben, merci. Monsieur Sourire. J'essaye. Écoute, on a un bon sujet. Puis il y a, on disait de nos jours, il y a tellement de changements, de mutations, de revirements. On a un autre. Oui, ben, c'est drôle. L'après-pandémie, le ci, le ça, on est ailleurs encore. C'est incroyable comment les choses changent vite. Souviens-toi, Gilles, au début de la pandémie, si on s'ajustait d'un podcast à l'autre. C'est vrai. C'était des mises à jour et où c'est rendu, où ça s'en va. On a parlé abondamment du télétravail. Le télétravail est encore... On voit les syndicats actuellement là, qui essayent de faire pression pour pouvoir inclure le télétravail dans leur convention collective. Ça se voit de plus en plus. C'est questionné. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais on n'aurait pas parlé de ça il y a à peine 5 ans. Et depuis 4 ans, les changements qu'on a eus dans le milieu, dans le monde du travail, le monde des affaires aussi, l'économie, a été, c'est étourdissant de suivre tout ça, mais en même temps, c'est drôlement intéressant. Oui, absolument. Quelle est la situation actuelle du marché de l'emploi au Québec? Bon, la photo, mettons, de juillet 2024. Ben, la photo est pas belle. La photo est pas belle parce que ça s'embroue. On a tellement parlé de pénurie de personnel dans les dernières années. On s'est rendu compte à quel point c'était difficile et puis les gens avaient de la difficulté à embaucher. Puis, souviens-toi, lors du dernier podcast, je disais, la table est en train de changer de bord. Et puis là, on le voit. Je suis pas Nostradamus, là, c'était pas moi qui... Ah non? Non, j'essaie. Simon, écoute, t'as tellement de talent. J'avais prévu que lors de la finale de la Coupe Stanley cette année, l'équipe qui aurait un but de plus que l'autre équipe gagnerait. Puis ça, t'as réussi? J'ai réussi. Bravo. Alors, j'étais quand même très fier. Merci. Yes. Merci. J'ai gagé avec moi. J'ai gagné 5 piastres. Alors, c'était parfait. Mais la photo actuellement est embrouillée. Définitivement que le taux de chômage est vers la hausse. C'est-à-dire qu'on s'en va vers en haut. On est à des niveaux qu'on avait avant la pénurie de personnel. Pas la pénurie, mais avant la pandémie. Okay. C'est-à-dire que les centres d'emploi sont aussi pleins. On le voit. Ça devient difficile. Et on est en train de remettre des choses en question. Quand on regarde au niveau des chiffres, le Québec, dans la dernière année, d'abord a des difficultés significatives. On se rend compte que on a perdu 5200 emplois à temps plein et que les chômeurs ont augmenté de 58 000 personnes. C'est énorme, 58 000 personnes. Oui. Surtout, Gilles, lorsqu'on disait dans les dernières années, il y a personne qui veut venir travailler, il y a personne de disponible. Et ça envoie un signal intéressant. Il y a un signal mixte pour les employeurs. C'est que les employeurs voient dans ça, hey, celui que j'ai embauché, là, parce que j'avais pas le choix de l'embaucher. N'as-tu encore besoin? Je n'ai encore besoin. C'est ça, hein? Et est-ce que je peux le remplacer? Et c'est certain qu'actuellement, ceux qui sont coup-ci coup-ça dans leur emploi devraient être drôlement rigoureux parce qu'il y a des changements qui vont se faire dans les prochains mois. Parce que là, les valves sont ouvertes. Il y a un bassin de gens qui cherchent des emplois. Il y a des entreprises qui ont fait des coupures assez importantes. Est-ce qu'il y a dans l'explication, Simon, le fait que oui, il y a eu des coupures, il y a eu des rationalisations, mais c'est pas sûr que tout le monde a été remplacé? Non. Il y a des postes qui reviennent pas ou qui disparaissent, hein, c'est ça? Ah oui, mais d'abord, on voit on commence à voir les premiers signes de l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est ça, je me demandais si ça avait un impact déjà. Ça a un impact ça commence à paraître. Ça commence à voir. C'est que souvent les compagnies vont dire on fera pas une nouvelle embauche, on va essayer d'y aller avec ce qu'on a là et d'essayer d'optimiser nos opérations, de voir où l'intelligence artificielle peut s'intégrer dans nos opérations.
évaluation pour voir qu'est-ce qu'on peut faire sans brusquer tout le monde. Mais peut-être enlever des tâches à certains pour qu'il y ait plus de temps à faire d'autres choses. Totalement. Ce qui est un peu répétitif, on va le donner à la machine. Oui. Et on va utiliser notre monde, nos êtres humains, pour des choses qui ne peuvent être que faites par eux ou encore mieux faites par eux. Pour l'instant. Totalement. Et ce que les entreprises ont comme difficulté actuellement, c'est la crainte c'est que si je laisse aller 300 personnes demain à cause de l'intelligence artificielle, c'est quelle est la perception du milieu? Est-ce que il y a plus d'âme, qu'est-ce qui arrive à l'interne? Est-ce que ça crée une peur? Les gens disent, est-ce que je suis le prochain? Est-ce que je vais contribuer aussi? Parce que là, il y a une question de protection dans ça. Si demain, toi et moi, on travaille ensemble, tu dis, Simon, t'es mon patron, puis Simon, j'ai acheté un nouveau logiciel, je pense que ça va nous aider, puis ça va te permettre de respirer un peu plus. Au début, je vais peut-être trouver ça excitant, mais pas ça, tu veux dire. j'ai l'impression, à un moment donné, que l'intelligence artificielle est en train de me pousser en bas de la baraque. Ça se peut que je sois moins collaborateur avec l'arrivée de nouveaux logiciels, de nouvelles utilisations comme celle-là. Alors, fait que les employeurs ont peur actuellement de dire, c'est quoi le signal qu'on envoie si on laisse aller 300 personnes? Il y a l'aspect syndical aussi, qu'on le veuille ou non, dans les plus grandes entreprises. Tu peux pas faire ce que tu veux comme tu veux n'importe quand. Totalement. Et puis, il y a des règles. Puis, c'est parfait qu'on ait des règles, qu'on défende les intérêts des travailleurs, mais en même temps, c'est là. Alors, fait qu'on se rend compte actuellement que le marché est en train de drôlement de se stabiliser, mais le taux de chômage s'en va à la hausse et il n'y a rien qui nous indique qu'il est en train de baisser. OK. Donc, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre le temps plein et le temps partiel? Oui. Parce que c'est souvent une variable qui fait une différence. Le temps partiel, le temps partiel, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de gens, justement, qui disent, j'ai peut-être pas assez de temps pour des 5 jours, mais j'ai assez de place j'ai assez de travail pour des 3 jours, des 3 jours semaine et des choses comme ça. La population est vieillissante, on le sait. Il y a des gens qui s'appelaient d'avoir ça. Puis lorsqu'on parle au niveau du temps partiel, il y a définitivement des changements à ce niveau-là. Je te dirais que si on regarde les emplois à temps partiel, il y a eu un gain de 38 100 emplois dans la dernière année en termes de temps partiel. Alors, mais ce qui est important de noter, c'est que ça semble intéressant, mais c'est pas des emplois à haut salaire. Pas toujours, hein? Et au niveau économique, ça n'a pas d'impact sur l'économie, je dirais, du coin, finalement. C'est que c'est des gens qui en ont assez pour survivre, mais simplement survivre. Et c'est ça le temps partiel. Puis c'est sûr que on est dans la période où les écoles viennent de terminer. Il y a des emplois d'été qui se font, c'est certain. Et à chaque année, les chiffres montent à ce niveau-là. Mais il y a plus d'emplois de temps partiel qui se créent que d'emplois à temps plein actuellement. Il y a moi, je trouve ça intéressant, la variable temps partiel, pour 2-3 autres raisons que tu as déjà exprimées, puis je pense pas que je vais t'apprendre grand-chose, mais il y a un de mes amis qui travaille dans une grosse compagnie d'assurance à Québec qui me contait quelque chose. Je disais, j'avais pas vu ça, mais j'ai hâte d'en parler à Simon. Il y a le temps partiel des gens qui, par exemple, comme moi, je suis les 3 ans, je pourrais décider, regarde, je veux m'occuper, je vais chez Home Depot, puis donnez-moi 10 heures par semaine, c'est assez. On va me prendre. Puis ça, c'est un temps partiel voulu, mais qui a un certain impact parce que je peux redonner. Ben, remarque que si j'allais chez Home Depot, je me demande ce que je vendrais. Je regarde un 2x4 puis un marteau puis je me regarde en blanc, t'es-tu sûr que tu vas me prendre dans tes mains? Fait que ça, j'aurais de la misère. Par contre, il se sauve et pas à peu près. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Mais l'autre sorte de temps partiel que j'ai trouvé intéressant, puis je sais que t'en as déjà parlé, mais c'est une réalité aujourd'hui en 2024 qui arrive. Exemple. T'as un employé qui est prestataire de service. Il a une spécialité, puis il peut donner un service. Mettons, toi, t'as une entreprise, puis il dit, toi, Simon, toi, tu dis, regarde, moi, 10 heures par semaine, j'aurais besoin de toi. Parfait. Lui, il a un autre job à 15 heures par semaine, il est rendu à 25. Là, il va aller cogner une compagnie d'assurance. Il va dire, écoutez, moi, il me reste un 15 heures. Le voulez-vous? Voici ce que je peux faire. La compagnie va dire, oui, ce qu'ils n'auraient jamais fait avant. Oui. Ils vont aller chercher de cette personne-là, ce gars-là ou sa fille-là, qui a une spécialisation, qui a quelque chose de particulier dont eux autres ont besoin. Fait que lui, il se brode 3 jobs en même temps. Il y a 3 jobs à temps partiel, qui font un très bon job à temps plein. Oui. Fait que ça, c'est une nouvelle variable. C'est pas pire, ça. Ah oui, il y en a beaucoup. Ça existe de plus en plus, mais je savais pas. Des gens qui offrent un temps d'heure. Oui. Et puis avec l'intelligence artificielle, ça amène ça aussi parce que ah oui? OK. C'est que comme employeur actuellement, tu dis est-ce que ça vaut la peine pour moi d'engager du temps plein actuellement en sachant que nos besoins vont peut-être diminuer. Ils vont varier, ils vont diminuer, ouais. Ils se disent, ben écoute, donnons 15 heures à telle personne, je vais donner 15 heures à Gilles, puis on s'ajustera au fur et à mesure. Et si toi, tu as 3 emplois, ben ça se peut que je te dise, Gilles, veux-tu en laisser un autre ou veux-tu en laisser un autre? Je te donnerai 10 heures de plus à 25, tu seras-tu à l'aise? Oui, OK. Tu peux t'ajuster de même. Tu peux t'ajuster parce que Canadian Tire récemment a ajouté des robots dans certains, pour l'intelligence artificielle dans certains départements. Ça se fait pas au Québec, ça se fait ailleurs au Canada, anglais. Il y a des lacunes encore au niveau du système. Il y avait des craintes
au niveau de l'Office de la langue Mais française. sont-tu dans les magasins comme tel? C'est dans les magasins que tu Dans les allées, là. Dans un seul département, c'est les pneus et les essuie-glaces. Alors, toi, t'arrives, tu dis bonjour, et puis là, le robot te parle, puis il dit, qu'est-ce que vous avez comme véhicule? Puis là, tu dis, j'ai un Bentley 6 portes, 12 roues. 2030. 2030. Il a été fait pour moi seulement. Ouais. Hein, électrique, hydrogène. Ouais, oui. Alors, le kit de course est complet. Puis là, il dit, ben, voici, monsieur Parent, voici les pneus qui vous sont recommandés. Vous avez telle alternative. On sait que chez Canadian Tire, ils ont fait excellent, bon et occasionnel. Hein? Ils ont des catégories comme ça. Alors, dépendamment du millage, ils vont te faire des recommandations. Puis là, tu dis, il faudrait que je change mes essuie-glaces également. Puis ils vont dire, monsieur Parent, pour votre essuie-glace, pour le haillon arrière, voici, c'est celui-là, telle grandeur. Et c'est assez fantastique parce que l'intelligence artificielle a tout. Mais est-ce que le public jusqu'ici est à l'aise avec le robot? Là, il y a un aspect curiosité. Oui. Et souviens-toi des premiers répondeurs téléphoniques, vous le sentez. Hein, les gens appelaient puis ils raccrochaient parce qu'il y avait un répondeur. C'est une machine, ils raccrochaient. Ah ouais, c'était ça longtemps. Il y a une adaptation. Il y a une adaptation. Souviens-toi des premiers guichets automatiques. C'est les gens mettaient la carte. On avait peur de pas retrouver notre carte. Oui, puis les gens chicanaient ils battaient la machine parce que avait mangé ma carte. Oui. Et les institutions financières au début avaient des employés pour montrer aux gens comment utiliser le guichet. Alors il y avait ça. Mais vois-tu, ça c'est un bel exemple que tu nous donnes les guichets automatiques parce que quand c'est arrivé, on avait l'impression que c'était la plus grande invention depuis le pain tranché. Oui. On se disait waouh, là on arrive dans quelque chose de moderne. Tu mets ta carte à 2h du matin, tu peux aller chercher un petit 40$. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on les enlève partout. Partout. Fini, c'est terminé. Quand tu y penses, là, ça fait pas 1000 ans là. Non. Ça fait 40 ans peut-être. À peu près. Moi, d'après moi, je dirais ça 40 ans. Et puis, ça va pas durer longtemps. Sur 100 ans, c'est rien. Là. C'est fascinant de voir à quel point la technologie va vite. Et c'est pour ça qu'on peut pas ne pas regarder qu'est-ce qui se fait chez Canadian Tire, de regarder voir qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Et c'est toutes des choses. Canadian Tire a autre chose, c'est que si tu vas porter ton véhicule, bien maintenant tu es capable, comme des chaînes comme Domino's ou Salvatore fait ça ici, où tu commandes ta pizza et puis tu vas recevoir un avis, et tu as un lien et tu vois que ta pizza est en train de se préparer, est en train de cuire et puis là ils sont en train de la mettre dans la boîte puis là vient de l'échapper. Exactement. On l'échappait à terre, on l'a hein? Et souviens-toi de quand Uber a commencé ça, on savait que le chauffeur s'en venait, ça l'a révolutionné. Alors Canadian Tire a ça aussi. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si ta voiture est au garage, ben t'es pas obligé d'appeler pour savoir à quelle heure tu dois aller la chercher. Tu peux aller voir en ligne. Elle va être prête, tu peux aller voir en ligne, t'es capable de voir où elle est rendue, t'es capable de suivre ta facture et tout ça. Alors, c'est tous des systèmes qui vont tasser des emplois. C'est intéressant. Dans la vie de tous les jours, moi je vis en ville, puis un des succès retentissants de la ville de Québec, parce que les gens râlent surtout, mais c'est le fameux à vélo. Les vélos électriques, c'est un succès retentissant. Mais je me disais, OK, on présume quand même que les gens qui vont l'utiliser sont à l'aise avec tout ce qui est électronique, nouveaux médias. Parce que dans le fond, si t'as pas ton téléphone intelligent, oublie ça, tu peux pas en louer. Puis d'autre part, ça demande quelques étapes. Je me suis rendu compte, je disais, OK, c'est un beau défi, ça marche, mais je me dis, il y a d'avoir des gens qui ont vraiment des problèmes avec ça. Par exemple, si t'es pas inscrit, ça marchera pas. Tu vas essayer de le payer, puis tu vas dire, voyons, pourquoi ça marche pas? Ben, faut que tu mettes ton nom, l'adresse, l'avant, puis vous rentrez ta carte de crédit pour que ça soit convivial. Après ça, un coup, tu l'as fait une fois, puis si t'es pas inscrit pour le mois ou pour l'année, ben à chaque fois, faut que tu payes, faut que tu mettes du temps, puis là, ils vont prendre 100$ sur ta carte. Tu vas dire, comment ça se fait qu'ils ont mis 100 cartes? T'appelles, tu paniques, mais là, c'est normal, c'est une garantie. Au cas, comme dans les hôtels partout, qui prennent une garantie si tu brises, sinon, ils te leur donnent après. Mais tu sais, l'essence, on l'a vu. Si tu mets, les gens, je me rappelle quelqu'un dit, je comprends pas, je suis allé mettre de l'essence, ça dépend des compagnies, mais quand tu tapes ta carte, ils peuvent se rendre 250$, même si tu as mis 42$, ils vont te le remettre dans ton compte, mais sur le coup, tu capotes. Bon. Mais imagine-toi, à vélo, je me disais ça, je disais, OK, parfait, là, ils présument que les gens savent, faut que tu prennes une photo de ça, là, tu débarques, quand tu le rentres, faut que tu lèves ton vélo, je suis là. C'est pas la fin du monde, mais ça demande une adaptation pareille. Mon père pourra pas faire ça. Il y a des gens, je connais, qui seraient pas capables non plus. Définitivement. Juste m'en venir ici, là, il y a des réparations, et puis il y a des feux de circulation qui ont été sont modifiés. Puis là, il y a des stops. Il y a une dame d'un certain âge qui tentait de traverser la rue, puis tu voyais qu'elle était drôlement nerveuse. C'est sûrement une intersection qu'elle traverse régulièrement sur le boulevard René-Lévesque. Mais là, il n'y a pas le petit bonhomme, là. Puis là, elle voyait les voitures qui s'en venaient, puis je la sentais drôlement inquiète, là, c'est. Puis, alors, pour une
catégorie de la population, ils seront pas capables d'adhérer à ces systèmes-là. Ils vont être définitivement incommodés par des robots. On les voit avec les caisses automatisées dans les épiceries. Mais là, les caisses, on parlait de Desjardins qui sont Desjardins est le plus grand, tu sais, au plan de déploiement national au Québec. Il y avait des caisses partout, mais là, on en fait disparaître. On ramène les gens en ligne. Il y en a qui sont pas capables, là. Ils sont pas capables. Mais ça fait partie de l'évolution. Puis là, c'est comme si la société disait, écoutez, on peut pas prendre tout le monde par la main. Faut avancer. Tu peux pas, à un moment donné, garder 2 générations dans tes opérations. Non. Tu peux pas. Et la preuve, c'est qu'on utilise encore des fax abondamment dans le gouvernement du Québec. C'est un peu ridicule quand on y pense. C'est pas beaucoup ridicule. Ayons pas peur des mots. Oui. C'est vraiment beaucoup ridicule. Mais tu sais, dans cette lignée-là de ce qu'on parle, parce que ça touche le public aussi, prend la transition actuelle qui est en train de se faire sur les caisses enregistreuses dans les magasins, surtout les épiceries. On est en train d'ouvrir Walmart. T'es chanceux quand tu trouves quelqu'un. En réalité, il y en a presque plus. Puis là, il y avait des gens qui se questionnaient, est-ce qu'on va reculer parce qu'il y en a qui trouvent qu'il y a trop de vols, trop de ci, trop de ça. Mais là, on va s'ajuster. Moi, je pense que la technologie va s'ajuster. Oui. Ils vont nous trouver déjà, là, c'est trop cher, mais ils disent qu'il y a des paniers qui comptent automatiquement. Surtout que tu mets ça en panier, c'est compté. Tu peux ne même pas arrêter à la caisse. C'est directement dans ton compte, c'est pris. On s'en va là. On s'en va là. Et l'intelligence artificielle va être capable d'avoir des caméras aussi qui va monitorer puis qui va surveiller à la place d'un individu. Pour le vol et autres, oui. Parce qu'on sait, là, il y a sûrement des inspecteurs qui sont derrière les caméras puis sont sur leur téléphone en même temps. Là, on s'entend là-dessus. Il n'y a pas de doute. Mais l'intelligence artificielle, elle va être aux aguets, elle va surveiller des choses. Est-ce que ça va être parfait? Non. Est-ce qu'il y aura est-ce qu'on va arrêter? Je dis arrêter. On va intercepter certaines personnes en disant vous avez peut-être volé quelque chose, puis ils vont dire non, mais ça avance beaucoup. Alors, au niveau du temps partiel, ça a un impact et c'est pour ça que les entreprises disent, engageons donc pour 15 heures. Et c'est plus facile à laisser aller. On va s'ajuster après, puis on verra selon nos besoins. Donc, un ajustement constant. Comment ça se porte, le secteur public par rapport au privé? Parce qu'il y a toujours une comparaison, là. C'est le party. Ils ont de l'argent. C'est extraordinaire. Le public? On l'a vu, là. Ça arrête pas. Fais-tu partie de ceux, parce que tu parles à tous les entrepreneurs, qui pensent que ça a une grosse influence sur les négociations d'à peu près tout le monde, parce que les gens vont dire, t'as du 21%, t'as du 30%, parce qu'on mêle tout, là. Des fois, sur 5 ans, c'est 30%. Tu dis, hey, je veux 30%, parce qu'un de mes amis à moi, que tu connais, qui est dans le monde des affaires, qui a eu un de ses employés assez important, il a un poste important, rentre dans le bureau, puis il a dit, je veux 30% d'augmentation. Je lui ai dit, pardon? J'ai-tu bien entendu? Oui, 30%, pourquoi? Là, c'est rendu à la norme, tout le monde, le gouvernement. C'est ça. C'est l'effet d'entraînement. Je suis pas surpris tant que ça. Ça m'a renversé, mais t'aurais-tu fait ça, rentrer dans un bureau? Pas moi. 30%. C'est énorme quand tu regardes ça. C'est comme si on déconnectait ou on s'inspirait de ce que le gouvernement donnait comme... Parce qu'on dit que c'est l'effet d'entraînement. Je me rappelle, tu jasais dans le temps, tu disais, tant que le gouvernement ramènera pas ses employés au bureau, les compagnies privées ils pourront pas. C'est le leader, le gouvernement? Tout le temps. Et puis c'est vraiment le party. Les autres, les valves sont ouvertes. Ça embauche. Là, on est rendu avec des ninjas de la santé. Et c'est moi, au début, là, je l'aime, j'ai envie de l'aimer, M. Dubé, le ministre Dubé. Je suis sûr qu'il les Il est considéré comme un bon, mais en même temps, on n'a pas encore réglé tant d'affaires. C'est ça. Puis quand on a parlé je l'appelle le ninja, là, mais il y a eu tellement d'appellations, là, mais quand on a dit on allait embaucher une personne, j'avais pas, moi, je suis naïf. Je suis encore naïf à mon âge, mais j'avais pas perçu que ça serait un département au complet. Mais là, on se rend compte que c'est pas une personne qu'on a embauchée pour la santé. C'est un autre ministère, quelque sorte. Oui. Alors, on est toujours en train d'ajouter des étapes, d'ajouter d'autres paliers. Puis l'efficacité est rarement en tête de liste, parce que t'as tellement de monde. D'abord, c'est la faute de qui? S'il y a une faute, on le sait plus. Là, si tu parles au ministre, il va dire, là, c'est mon comité de la santé. Je suis pas certain. Des fois, j'ai l'impression que c'est un petit peu à cause de ça. On dit, écoute, on va s'enlever de la chaleur un petit peu. On va se mettre à une espèce de, pas un ombudsman, on l'appellera pas de même, mais j'ai l'impression que ça fait un petit peu ça, finalement. J'ai hâte de voir sur le terrain qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va amener. Mais écoute, les impacts, là, dans les 12 derniers mois, le secteur public a créé 47 000 emplois encore. Il a créé... Mais voyons! Oui, dans les 12 derniers mois. Et où la réingénierie annoncée par M. Charest en 2003? C'est exact. Non, mais ça fait quand même 20 ans, là. Je l'ai vu tantôt sur le point de vue. Tu l'as vu passer, Elle passait ça en tramway? Oui, exactement. Ça allait pas très vite. 47 000 personnes qu'on a encore grossi l'État. Et dans le secteur privé, en revanche, on a perdu 12 600 emplois. Et les employeurs actuellement, les employeurs sont
frustrés par le gouvernement. Il y a une colère qui est là. Les gens voient ces chiffres-là, 30% d'augmentation. Plus de mes employés, ils me demandent la même chose. C'est comme la SAQ là qui est en grève encore. Puis je veux pas dénigrer le travail des gens qui sont sur le plancher. Il y a des gens qui sont vraiment exceptionnels là-bas, qui font un bon travail. Mais c'est pas la majorité. Mais c'est pas la majorité. Il y en a d'autres qui, à part de placer des bouteilles, puis ils n'ont pas un talent si exceptionnel. Non. Puis je veux pas dire qu'ils méritent pas leur salaire, mais toute proportion gardée, c'est tout le monde peut gagner 50 pièces de l'heure demain, mais nos biens vont on n'aura plus moyen d'aller nulle part, et ça fait pas de sens. Mais l'employé du dépanneur, là, lui, qui est obligé de carter lui-même la personne qui vient acheter des produits de tabac ou des produits d'alcool, qui est obligé d'aller ouvrir l'enclos en avant pour donner une bouteille de propane, puis après ça, toi tu veux un sac de glace, puis là, faut qu'il aille avec toi puis chercher un sac de glace, puis entre deux clignants, il remplit l'allée en arrière, puis il revient, puis il s'occupe de ta carte, puis l'autre qui... Il est plus à 13 pièces de l'heure, lui, il est pas mal au minimum, là. Ouais. Et puis là, il regarde la SAQ, puis il se dit, d'après moi, je travaille au moins aussi fort que cette personne-là. Probablement. Et c'est définitivement plus dans les faits. Alors, l'employeur, lui, se retrouve avec ça, puis là, il dit à l'employé, je vais te donner tel salaire, puis là, l'employé, en tant que... Puis là, il va chercher sa bouteille parce qu'il trouve qu'il gagne pas assez cher, je vais noyer ma peine, il va à la SAQ, puis là, c'est écrit bientôt en grève avec des collants partout. Oui, mais fais juste penser... Prenons un exemple premier niveau, parce que le grand public, dans le fond, on sait que le gouvernement, c'est nous autres. Oui. On sait que tout ce qui est gouvernemental, on finit par payer. Ça, c'est la première chose. Mais on sait aussi que si on a travaillé dans le privé, il y en a plusieurs qui ont toujours travaillé moi, j'ai travaillé dans le privé, c'était comme ça. J'ai pas travaillé dans la radio publique, mais j'ai travaillé dans le privé. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs, qui travaillent dans le privé. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le public aussi, soit médecins ou qui ont des jobs dans des ministères, tout ça. Mais vois-tu, est-ce que tu connais une entreprise où des gens sont insatisfaits puis trouvent que leurs conditions sont pas bonnes, qui vont commencer à barbouiller, mettre des collants, peinturer, puis qui vont à l'intérieur, je parle de la SAQ, à l'intérieur, ils mettent des cartons sur les bouteilles, puis tu penses que c'est des conseils d'experts, mais ça n'a pas de bon sens que le président gagne 600 000, votons contre lui. Là, on s'approprie ce qui est au gouvernement, puis nous, on arrive d'une place qui a l'air d'une cambuse, les touristes passent, puis on dit, c'est quoi cette idée-là? Puis ils sont habitués pourtant, les touristes français, entre autres, d'avoir des grèves, mais l'appropriation du matériel gouvernemental, parce que c'est ça pareil, il y a une SAQ. On n'est même plus capable de voir à l'intérieur tellement qu'il y a des couleurs. Puis on sait tous que lors d'un gros protocole de retour au travail, ça va coûter des millions. Calinette va aller nettoyer ça. Puis ça va être. C'est pas le syndicat qui va payer. Ça va être à chaque fois, c'est pas le syndicat. On a vu des camions de pompiers barbouillés au complet. Là, on a commencé à avoir les habits de clown. Les habits de clown reviennent. Policiers. Mais il y a juste dans le public que tu peux te permettre ça sans égard puis sans embâche, sans problème. Le public peut se permettre à peu près n'importe quoi. C'est quand est-ce que tu as entendu parler du mot restructuration dans le public? Non, c'est pas ça. On va augmenter les taxes. On va rajouter une taxe pour les matriculations parce que... On n'arrive plus. Faut compenser pour le transport collectif qui fait pas ses frais. Donc, cette année, on augmente votre taxe. L'année prochaine, ça va être quoi le moyen? Alors, c'est sûr que ça va toujours... Et ce qui est triste actuellement, c'est quand on regarde ça, on verra comment il y a une conséquence au niveau des faillites d'entreprises également, mais le propriétaire de la PME actuellement a l'impression qu'il est détesté par les autorités. Il a l'impression que on a vu ce qui est arrivé à Montréal récemment avec Valérie Plante et son administration au niveau du Grand Prix. On a eu 0 sur 10 dans le week-end du Grand Prix à Montréal. Mais c'est catastrophique. Pour tout le monde, c'était inimaginable. On a dit, il n'y a personne qui aurait pu faire une affaire de même à 9h30 le soir. S'il faut absolument que tu aies des questionnements, fait à 7h, 8h, 9h le matin, pourquoi faire ça alors que c'est plein à craquer? C'est juste, moi, je pense que c'est juste pour moi, c'est juste un geste de pouvoir stupide. Totalement. Puis tu sais très bien que, est-ce qu'il y a des gens qui, à part été suspendus avec ça? Oui. Il n'y a personne qui va perdre son emploi avec ça, là. Ils ont dit qu'ils avaient laissé du monde aller, mais qu'est-ce que ça donne derrière ça? L'effet, là, à mon avis, Simon, l'effet pour le grand public, c'est la frustration. La frustration. Les gens disent, d'abord, les gens veulent plus aller à Montréal. Ils veulent plus s'ouvrir des entreprises à Montréal. Les employeurs actuellement ou les propriétaires de PME disent, si j'avais su tout ça, jamais je serais parti à mon compte. Il faut être totalement stupide de se battre avec toutes quand c'est pas le fils de la langue française on a vu Salvatore, là, qui vient de se faire écœurer parce qu'ils ont un comté qui c'est en anglais. Et, ils ont pas le droit parce que c'est une entreprise québécoise, là. Ils ont eu encore, et là, il faut qu'il y ait un comté qui se bilingue à la place. Mais les autres, ils voulaient en avoir un pour leur clientèle anglophone. Qui est en Ontario. Ils ouvrent des restaurants là-bas. C'est-tu le plus gros problème au Québec, là?
Ben, c'est ça. C'est que si je regarde les problèmes actuellement, puis là, même le ministre, l'ancien ministre d'Éducation, le ministre Roberge, dit on va inviter les gens à faire des plaintes pour protéger le français. Je veux, moi aussi, je suis pour la vertu, je veux qu'on le protège, le français, mais je pense pas que c'est parce que ça s'appelle Canadian Tire, le problème est là. Le problème est pas là. Beaucoup plus profond, beaucoup plus... Oui, puis les gens ont l'impression que c'est toujours un show de boucan. On vous montre qu'on fait quelque chose, qu'on fait des... Mais pendant ce temps-là, là, le Walmart qui va devoir ajuster son identification interne pour pouvoir se conformer, là. Lui, il y a des sous. C'est plate, mais il y a des sous. Il va trouver sa poche, mais il va le faire pareil parce que... Mais le propriétaire de la PME, là, je parlais avec une propriétaire d'entreprise récemment, elle me disait, j'ai 13 produits actuellement que je peux plus vendre dans mes tablettes, que j'ai été obligé de laisser aller parce que l'identification est pas en français. L'affichage est pas parfait. Est pas adéquat. Puis c'était des produits importants pour moi. Puis le fournisseur est pas capable de dire, je vais être obligé je vais faire 2 emballages je suis pas assez gros pour ça. Alors, fait que finalement, le fournisseur perd un compte qui était payant pour lui. Elle perd une clientèle qui venait pour ces produits-là. C'est frustrant pour les gens. Et le public ne sait pas toujours la vraie raison pourquoi le produit est plus là. Il est choqué. Comment ça, vous l'avez plus? Ben oui, mais c'est en anglais. Moi, mais ça me dérange pas. Toi, non, mais les autres, ça leur dérange. Puis j'ai des amendes. Et puis, alors, c'est difficile pour les gens. Quand on voit des choses comme cela, quand on voit des chiffres, le public comme ça, qui rajoute 47 000 personnes. Et au fédéral, c'est encore pire. C'est hallucinant. Ça dépasse ces 6 chiffres. Puis, alors, l'employeur, lui, regarde ça, puis il dit, mais ça donne quoi me battre contre un système comme celui-là? C'est frustrant parce qu'on est tous partie de la solution. C'est nous autres qui vont payer tout le temps. C'est toujours les taxes et les impôts. Toujours. Et puis, alors, quand on regarde ces chiffres-là, bien, c'est quand tu dis que 47 000 personnes et le secteur privé, comme je disais, a perdu 12 600 emplois. Et donc, c'est une perte globale de 8 600 emplois. 8 700 emplois quand on regarde tout ça. Au niveau des travailleurs autonomes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un paquet d'employés autonomes, de salariés autonomes, qui eux autres ont décidé de c'est assez, je suis plus capable, je rends le tablier, je rends les armes, je vais porter mes clés à la banque. C'est dramatique de voir des chiffres comme cela. On doit s'en inquiéter. Quel est, Simon, l'impact de la hausse du chômage sur le taux de chômage, le taux d'emploi? Ben, écoute, 1 point en un an. Mai 24, puis mai 24 versus mai 23. On était à 4,1 en mai 23, puis on était à 4,1, on était à 5,1 en mai 24. C'est énorme, Gilles. C'est énorme parce que la population en âge de travailler a reculé de 1,1 point actuellement. On parle actuellement de 61,2% de la population qui est apte au travail, qui travaille au Québec. Il y en a 40% qui sont aptes au travail, qui travaillent pas. Travaillent pas. Ils sont à la maison, c'est majeur. Faut travailler plus. Il faut travailler plus. On a encore entendu parler dans les derniers jours le président, le patron de la Banque canadienne qui disait que fallait être plus productif, meilleure productivité. On a déjà entendu ça dans les années 80. Lucien Bouchard. Ben oui, exactement. Faut travailler plus. Puis il s'est fait ramasser en tabarouette. Ah, écoute, ils l'ont excommunié du Parti québécois puis de tous ces partis-là pendant un certain temps. Mais tu disais tantôt 40 ans, les guichets automatiques. C'était dans les années 80, cette discussion-là avec Lucien Bouchard, puis aujourd'hui, on est à la même place. Ah oui, effectivement. Ça s'améliore pas. Comment ça se passe, la rémunération hebdomadaire moyenne au Québec par rapport au Canada, par exemple? On fait encore office de pauvre. C'est-à-dire que, tu vois, actuellement, là, la rémunération hebdomadaire moyenne a augmenté de 4,4 en un an, atteignant en moyenne 1205 $ et 43. C'est pas beaucoup quand on s'y arrête. Et puis, donc, c'est une hausse de 51 $ et 21. Par contre, c'est légèrement inférieur avec l'ensemble du Canada, qui, eux autres, étaient à 1272 et 53 par semaine. Alors, fait que c'est une différence de 67 et 10. Ça peut paraître banal, mais 67 et 10 par semaine, quand tu es dans des salaires bas comme ça, ben dès que c'est 3-4 000 par année. Oui, puis c'est là que les gens se choquent de dire faut que j'achète une licence pour pour mon chat. Puis il faut que toutes les je paye plus pour le permis de conduire parce que le RTC est pas capable de faire ses frais. Puis faut que et à chaque fois c'est un 5, un 10 piastres, un 15 piastres. Quelqu'un qui gagne pas beaucoup et qui gagne proche du salaire minimum,
lui, là, le 5 piastres qu'on y rajoute, là, c'était un coup de massue dans le face. On n'a pas parlé du logement. Non, on n'a pas parlé du logement. Qui est une variable. Ça va ensemble. C'est dramatique quand on regarde ça. Montréal, la métropole, comment ça va l'emploi depuis un an? C'est une catastrophe, tout ce qui se passe à Montréal actuellement. Je sais pas si t'es allé à Montréal récemment. Oui, je suis allé, ça fait quelques mois, mais moi, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'ils sont en travaux au centre-ville. C'est laid, c'est épouvantable. Il y a que des cônes oranges. Il y a juste ça. D'abord, lançons-nous dans le business de cône orange, Jules. Il y a de l'argent à faire dans ça, c'est sûr. Il est trop tard. Il est trop. Moi, mais si on en sort un qu'on dit un cône orange vert, je suis sûr qu'on est capable de vendre ça en 2 minutes. Ils vont tout laisser aller l'heure puis ils vont renouveler ça pour ça. Mais à Montréal actuellement, Montréal a perdu 46 000 emplois dans la dernière année. Le taux de chômage net là, c'est 34 1200 chômeurs de plus à Montréal. Faut pas se réjouir de ça, mais c'est majeur, là. C'est majeur. C'est la ville. C'est la ville et ça fait mal. C'est le poumon économique du Québec, qu'on le veuille ou non. On a le droit de les aimer, on a le droit de pas les aimer, on a le droit de critiquer, on a le droit de faire des farces sur Montréal, mais sauf qu'il y a une chose qui est certaine, quand Montréal va pas bien, les autres villes, les autres villes saignent. Et là, on voit ça, c'est que les gens veulent s'éloigner, le centre-ville est laid comme jamais, et ce qui est arrivé dans les dernières semaines avec le Grand Prix de Formule 1, c'était un coup de massue pour un paquet de gens. C'était tellement pas nécessaire avec tout ce que Montréal vit. Oui, ils ont manqué partout. Ils ont refusé Lewis Hamilton de rentrer. Ils ont retourné les gens parce qu'il pleuvait, puis ils disaient que les essais étaient annulés. Pitbull n'a pas chanté. Pitbull n'a pas chanté. Mais ça a été géré en colon en plus. Mais tu sais, c'est la Recrescent, la même affaire, géré de façon. Pour certains qui étaient là, j'ai des amis qui étaient à Montréal. Ils ont dit un mot. Inimaginable comment ça a été géré. Personne n'a compris. Non? Personne. La mairesse avec son gros sourire qui arrive. On va faire mieux la prochaine fois. Là, c'est parce que les prochaines fois, il y en a plusieurs. C'est parce que là, ça s'accumule. Et puis, c'est quand même ils sont sourire édifiant tout le temps, là, mais elle est revenue, en plus, elle aurait dû adresser ça elle-même. Elle aurait dû être là, sur place, le vendredi soir. Elle aurait dû... C'est une crise, là. C'est un des gros événements qui amène de l'argent neuf à Montréal, là. Puis là, y en a-tu un autre plus gros? Il n'y en a pas d'autre. Non. Et là, le lundi, elle dit, on va faire un post-mortem. Il devrait déjà être fait, là. T'aurais pas dû dormir de la fin de semaine. Un propriétaire d'entreprise n'aurait pas dormi de la fin de semaine. Je suis sûr quand, le chanteur, là, Marco, Colin, on lui a fait des troubles récemment sur son vignoble. Oui, Pelcha. Mario Pelcha. Ben, lui a pas dormi quand c'est arrivé. Et puis, il a été quelques jours à dormir. Je pense pas que Mme Plante a pas dormi. Ça, c'est imbécile aussi, le fait qu'on l'empêche. C'est des règles. On rajoute une règle, là, règle agricole, règle aussi. Puis, je l'écoutais en entrevue, puis il disait... Hey, moi, j'ai pris mon argent que j'ai gagné pendant des années. Je suis chanceux d'avoir bien réussi. Je l'ai investi. J'ai décidé de l'investir. J'aurais pu m'acheter un condo en Floride puis fermer ma gueule. J'aurais pu faire juste ça. J'aurais été bien. Personne m'aurait écœuré, personne m'aurait achalé. Il dit non, j'ai décidé de m'embarquer dans ça. Il dit, je travaille comme un fou. Ils ont travaillé fort. Ils ont, on a du fun, on s'amuse. Puis il dit, tout ça fait en sorte que... Il perd le plaisir un peu, là. Il perd le plaisir. Puis il va s'écœurer. Tantôt, il va avoir un repreneur pour prendre sa place quand il va décider qu'il peut plus jouer chez lui comme il voudrait. C'est toutes des choses à toute minute qui semblent, pour monsieur, madame, tout le monde, ça semble banal. Les gens ont souvent l'impression que c'est des chialeux parce qu'on en parle, mais tu rajoutes ça, tu rajoutes Montréal, tu rajoutes telle affaire, tu rajoutes le tunnel on a encore ajouté 1 an, puis les frais qui continuent d'augmenter, puis et là les gens regardent ça et disent mais je me bats contre qui moi finalement, puis ma rue va être ouverte, je vais être capable de recevoir mes clients. Je vais faire une blague pour faire sourire le monde, mais tu sais, il nous manque le gros bon sens. Parce que c'est trop utilisé par Polière, mais il y a quelque chose d'un peu ridicule. Dans ça, là, par exemple, pour le Grand Prix à Montréal, le gros bon sens fait que si tu as quelque chose, des récriminations à faire, fais-les le matin, fais-le puis la mesure là, de 16 cm, tout ça, c'est tellement gênant, mais au total, c'est parce que tu peux pas te reprendre. Non. C'est là, puis après ça peut mettre ce qu'on voit pas, c'est le big picture, ça peut remettre en question la tenue même de l'événement tellement que ça a été broche à balle. Ils ont eu des discussions avec les organisateurs là, du Grand Prix de Formule 1. L'entité s'est excusée sur les réseaux sociaux de ce qui s'était passé à Montréal. On paraît pas bien, mais après ça, tu vas attirer d'autres choses, tu vas attirer des spectacles, tu vas attirer... Il y a des choses qu'on contrôle
contrôle pas, mais ça, c'était totalement contrôlable. Hey, Totalement. 53 cm. Gilles, 53 cm. C'est rien. C'est une règle et demie. C'est une règle et demie que nos enfants ont dans leur sac d'école. Ouais. Et on a dit aux gens, enlevez le chapiteau, ça presse. Et c'est du monde qui se battent. Ils se sont battus. Et pendant des mois, le monde a des difficultés à venir à leur restaurant. Ils sont pas capables de trouver un stationnement. Je suis allé souper avec mon fils il y a quelques semaines sur la rue Saint-Denis. Oui. Il est parti pour vivre un an dans l'Ouest canadien. Et alors, moi, je donne une conférence à Drummondville. En soirée, je termine. Je m'en vais te rejoindre. Et puis, c'est après 1h45 qu'il a trouvé un stationnement. Comment? 1h45 trouver un stationnement. Pas parce que j'en voulais un proche, là, Gilles. J'ai marché. T'en voulais juste un? J'en voulais juste un. Juste trouver un stationnement. 1h45. Puis j'ai pogné une étiquette. Parce que c'était un endroit que t'avais pas le droit? À un moment donné, là, j'ai dit, ça va faire. C'est assez. Mon fils m'attend. C'est ça. Et là, c'était pas très clair, là, mais j'ai dit, gars, je vais le faire là. Et quand j'ai Combien d'étiquettes? 80 et quelques $. OK, plus, tu rajoutes plus ça. Les frais. 100 piastres, plus ton repas? Ouais, exact, plus mon repas. Mais, c'est même pas grave. C'est l'heure 45 que je me suis privé de mon fils qui s'en allait. Je m'en allais le rejoindre. J'étais content de le voir. C'est le fun. Et puis, il y a combien de gens qui ont dû virer en envers? Puis si moi, je reste à Montréal ou puis la semaine prochaine, je retourne-tu là? Admettons, ma conjointe, elle dit, on va-tu encore manger à telle place? Tu es folle? On va aller là. On va encore passer 2 heures à trouver un stationnement. Mais tu sais que les gens de Montréal, ils font exactement le contraire de ce qu'on nous demande de faire à Québec. Je dis pas que tout le monde le fait, mais ils s'en vont en banlieue. Oui. Ils vont plus à Montréal. Ils veulent plus. Mon chum Crête, il vit à Varennes, puis lui, il vaut 10-30, mais il va pas à Montréal. Il va pas à Montréal. Les ponts sont jamais, le tunnel est jamais. T'arrives à Montréal, tout est à sens unique. T'es d'un sens, tu te fais klaxonner, t'es pas dans le bon sens. Ils ont changé le sens unique à matin. 2 camions, 3... Aucun plaisir. Puis rajoute à ça la violence, rajoute à ça tous les autres problèmes. Les autres problématiques sociales. Là, ils ramassent les ordures aux 2 semaines. Sauver de l'argent. C'était déjà un calvaire à Montréal, la cueillette des ordures. Et là, c'était aux 2 semaines. Alors, ça s'ajoute. Et le restaurateur, ça l'écœure aussi, parce qu'il est pogné avec ses ordures. Il est pogné avec ça. Puis là, il faut qu'il fasse attention à tel bac. Puis il faut qu'il fasse attention à telle chose. Puis on lui rajoute tel permis. Puis on enlève des places de stationnement. Puis et ça finit par toujours s'en prendre aux mêmes gens. Puis la personne qui travaille au gouvernement, elle se fera pas mettre dehors. Elle a sa job. Puis tu sais, je vais ajouter à ça. Si on va être positif aujourd'hui, on continue. Non, mais il y a beaucoup de choses à chialer, mais en même temps, on se dit tout le temps, prends comment la CAQ présentement, près de 90 députés sur 125 qui sont majoritaires comme ça se peut pas. Et tu sais qu'en campagne, ce qu'on nous dit, c'est élisez-nous un mandat fort, on pourra faire de l'action. Mais ils ont tellement changé d'idée, ils sont tellement difficiles à suivre et surtout ont perdu une crédibilité nécessaire auprès du public. Fait que là, on se dit, OK, ça va mal dans la santé, ça va mal à Montréal, ça va mal, il y a bien des villes qui ont des problématiques. Là, on veut nous amener une nouvelle taxe sur les voitures électriques parce que là, on perd de l'argent avec la taxe sur l'essence. Fait que là, on voit tout, mais on se dit, la CAQ vont gérer. Mais non, on n'a aucunement confiance. Puis là, au fédéral, on regarde aller Trudeau qui était sûr de son affaire. Finalement, le bastion le plus fort en Ontario, près de Toronto, il l'a perdu. On sait ce qui s'en vient. Tout le monde, sauf lui, on sait ce qui s'en vient. Même les conservateurs le gros bon sens. Même les conservateurs disaient si on pouvait gagner une dizaine de points la dernière élection, ce serait une victoire parce que c'était un bastion fort libéral. Je pense que ça faisait 30 ans, Gilles, qu'il possédait. Et c'est avant-coureur de ce qui s'en vient. Puis on a vu Poilievre qui a demandé une élection générale maintenant. Trudeau embarquera pas dans ça, c'est certain, mais là, les gens regardent ça et disent, on s'en va où avec tout ça? Puis, et ça freine les investissements. Je suis sûr que ça a un impact. Puis je suis sûr, écoute, on va dire, il y a des places c'est pire que nous dans le monde, mais en même temps, c'est plate de pas penser qu'un gouvernement, puis comme je te dis, l'argument d'un gouvernement majoritaire, la CAQ nous démontre que ça a aucun impact, puis ça a rien à voir. Fait que tu te dis, ça devrait avoir à faire, mais là, on le voit pas. Fait que, tu sais, qui va régler tous ces problèmes-là? Qui va nous ramener à la bonne position puis en bonne posture? Je sais pas. Je vois pas personne. Il y a un désespoir, là, vraiment. J'ai entendu M. Trudeau dire, on vous a entendu. C'est une première. D'après moi, ils ont pris le même speech. Ils ont dit, j'ai besoin d'un speech. Ils ont dit, pige dans la poubelle, il y en a plein. Dis-moi, Simon, on a parlé de Montréal. Dans les autres villes au Québec, qu'est-ce que ça dit, grosso? Écoute, Québec, c'est plus 3... La ville de Québec? Oui, la ville de Québec, c'est 3100 chômeurs de plus en dernière année. Sherbrooke, c'est plus 400.
ça peut paraître banal, mais c'est pas la même population. Pas la même grandeur, non. Trois-Rivières, 1300 chômeurs de plus. C'est énorme dans une ville comme Trois-Rivières. Saguenay s'en tire bien. 1500 chômeurs de moins pour un paquet de raisons, mais 1500 chômeurs de moins. Et Gatineau, c'est 3000 chômeurs de plus. Mais regarde, prenons Québec. Oui. Est-ce qu'on peut dire que Québec, c'est 800 000 personnes, mettons? Oui, à peu près. 800 000. Oui. Montréal, 3 millions, 2 millions, comment qu'on met? 3 millions, je pense. On va mettre 3 millions. Donc, millions. 800 000, 5 fois 8, 40. Donc, c'est 4 fois. 4 fois plus gros Montréal. Prends 4 fois 3, c'est 12. Mais t'es bien plus que ça, Montréal. Oui, c'est 34, c'est quoi? 46? Montréal, c'est 46. 46 000 emplois perdus à Montréal. Gilles, c'est dramatique. Si on le dit, là, Montréal a perdu 46 000 emplois. Mais plus 34 000 le nombre chômeurs. De chômeurs, c'est 34 200. Mais 4 fois 3, 12. On devrait être à 12 à Montréal, pas à 34. Non, c'est une catastrophe. C'est ça qu'il faut comprendre dans la comparaison. Québec est une ville où ça travaille. On a toujours dit que ça travaille à Québec. C'est vrai qu'il y a une stabilité à Québec. Ça travaille. J'ai entendu Alexandre Duvernois récemment. Pas entendu, je l'ai lu sur les affaires suite à ce qui est arrivé là avec les problèmes et tout ça. Et il a dit quelque chose d'intéressant. Il dit la population est accusée d'être chialeuse des fois et tout ça. Mais il dit les politiciens ont arrêté de parler du présent, ils parlent toujours du futur. C'est dans 10 ans, il faut faire ça. Faut réduire les GES. Mais entre-temps, là, mes poubelles ne sont pas ramassées. Entre-temps, il y a des trous dans la rue chez nous. Entre-temps, il y a des cônes oranges. On peut-tu s'occuper d'aujourd'hui? Puis il dit, oui, se garder des projets pour demain. Tu peux avoir des projets, ben oui. Oui, il faut en avoir des projets. Il faut penser au futur. On parlait tantôt des guichets automatiques. Il faut penser à 40 ans. Oui. Mais on peut-tu aussi s'occuper de 2024? Et on a l'impression que 2024 ne fait plus jamais partie du discours. C'est même Trudeau a dit, j'ai entendu les Canadiens. On va regarder les projets qui touchent sur le Canadien dans le futur. Non, c'est maintenant. Maintenant, le Canadien a de la misère à faire son épicerie. Maintenant, il a de la misère à se placer de l'argent. Maintenant, il est inquiet pour son avenir, pour son futur. Parlez-y des choses qui sont là maintenant. On a l'impression que la population politique, et je vais l'appeler comme ça, l'espace politique est déconnecté des électeurs. Comment, toi qui es l'ami des PME, comment vont les PME? C'est plus difficile aussi? C'est plus difficile. Souviens-toi, on a vu les remboursements au début de l'année. On prévoyait qu'il y aurait beaucoup de faillites. Ça s'est pas tout de suite fait. Matérialisé, il y a des gens qui ont décidé de dire, je vais me battre. Parce que l'employeur, pas l'employeur, mais le propriétaire d'une PME, c'est quoi? C'est un battant, hein? C'est quelqu'un qui dit, je vais me battre et finit par y croire. Il dit, je vais l'essayer encore, on va s'essayer. Malheureusement, les chiffres sont très mauvais. On estime actuellement que le dernier rapport du CQCD, là, qui est l'Organisation canadienne des entreprises indépendantes, le nombre de faillites québécoises a augmenté de 40% en 2023. On parle de faillites corporatives, j'ai le 40%. C'est énorme. C'est énorme. Et plus précisément, une augmentation, et au Québec, on parle de 38,9. Alors, les entreprises, 38,9 au Québec, comparativement à une hausse de 46,4 au niveau national. Alors, fait que c'est énorme. Et quand on se rend compte de ça, on se rend compte que la date limite, qui était le 28 mars dernier pour rembourser, il y a des gens qui ont étiré, mais après ça a pété. Et la principale raison actuellement, c'est l'incapacité des gens de rembourser les prêts qu'ils ont eu pendant la COVID pour les aider. On parle que les mises en chantier aussi ont diminué de 31,9% en raison du ralentissement économique. C'est majeur. Et des taux d'intérêt aussi. Taux d'intérêt. Même si ça a baissé de 0,25, on a compris qu'il n'y a pas grand monde qui est parti le party. Non, il y a pas, non. Et puis. Surtout qu'hier, on voyait que le chômage a remonté. Pas le chômage, mais l'inflation. L'inflation, pardon. L'inflation a remonté. On a vu aussi avec les changements au niveau fédéral, au niveau au niveau fiscal, là, au niveau des avantages fiscaux. Merci. Au niveau des avantages fiscaux pour les entreprises, les biens qu'on possédait. On disait qu'on vise la population riche canadienne. Je pense pas que c'est la population riche. Il y a des gens qui s'étaient acheté un chalet, il y a des gens qui avaient un 3,5. Puis c'était leur fonds de pension. Ils disent, regarde ça. Et là, ils viennent de se faire couper ça encore. Fait que c'est tous des indices qui fait que c'est difficile. Et quand on regarde ça, c'est assez dramatique. Et le commerce de détail, il montre une certaine résilience au Québec. Les ventes ont atteint 177,7 milliards en 2023. Ça représente une augmentation de 4,1% par rapport à 2022, ce qui était une bonne nouvelle à ce moment-là, à ce niveau-là. Sauf que
Le Québec se situe au 4e rang au Canada en termes d'augmentation des ventes, avec 2,1 seulement % d'augmentation là, au niveau des ventes. Qu'est-ce qui marche le plus dans les ventes au détail? Ben, écoute, ce qui est drôle, là, c'est qu'actuellement, on se rend compte que l'automobile en 2023 était encore assez fort, avec des ventes de 10,1 % là, d'augmentation au niveau du secteur automobile. Alors qu'actuellement, on entend parler d'une baisse dans les concessions automobiles. On sait que c'est plus difficile. Les magasins de vêtements ont vu leur vente augmenter de 6,4 % en 2023. Et je sais qu'en 2024, c'est plus difficile. On me parle. Oui, hein? Il y a eu des la baisses guenille, de commandes. ce qu'on appelle la guenille. Exactement. Hein? C'était plus difficile. Les magasins de santé, produits de santé, soins personnels avec une augmentation de 6,1 %. Les gens, quand c'est plus difficile, ils veulent se gâter. Au lieu d'aller en voyage qui coûte 2000, tu peux peut-être t'acheter une crème à 50 pièces. 50 pièces. Faire arranger le visage, faire arranger les cheveux. Moi, j'ai pas besoin de ça, moi. Non, mais je comprends les petits plaisirs personnels qui peuvent paraître chers sur le coup, mais qui sont rien par rapport à des dépenses plus grandes. Ben, pour certains, ça va être une bonne bouteille de vin, puis il y en a d'autres, ça va être une crème, ça va être un t-shirt, qui vont s'acheter des choses comme ça. Mais il y a des secteurs qui sont plus particulièrement touchés. Gilles, on parle tout accessoires de maison, là. Les gens ont décoré beaucoup pendant la pandémie, hein. Beaucoup. Et ça a pas poursuivi, c'est certain. On parle d'une baisse de 9,1 % au niveau des ventes. Et ce qui est intéressant, pas intéressant, mais ce qui est dramatique dans ça, c'est que si je vends moins au détail, ben le fournisseur vend moins. Si le fournisseur vend moins, bien il y a moins de transport, il y a moins. Le producteur en fait moins. Tout ça, c'est circulaire. Une chaîne. Ou non, c'est une chaîne. Et puis, alors quand le taux de chômage diminue quelque part, ça nuit à des entreprises, et des entreprises qui vont se retrouver avec des clients qui ont moins d'argent actuellement. Puis je trouve ça assez dommage. Certains économistes disaient que, journalistes économiques disaient que le fait qu'il y a eu un revirement, c'est-à-dire un arrêt et une petite descente des taux d'intérêt. Premier pays quand même du G7 à le faire, qui a été suivi assez rapidement quand même. Mais donc le Canada, ça a eu quand même un effet intéressant pour ceux qui veulent dépenser. Là, il y a le crédit qui nous aide, soyons honnêtes. Là, sans le crédit, on serait pas là. Mais donc, est-ce qu'il y a des perspectives qui sont quand même intéressantes? Les perspectives sont intéressantes. Par contre, au niveau du crédit, on se rend compte que les bureaux de crédit sont plus exigeants qu'ils l'étaient. Il y a beaucoup de gens qui ramènent leur voiture. Il y a beaucoup de gens qui se font refuser. Il y a des... mais ça s'explique, là? Ça s'explique. S'il y a des faillites de même, calvaire. Ben, t'as pas le choix. Les gens déposent des clés de leur maison. Les gens ont de la difficulté il y a des retards au niveau des paiements d'hypothèques sont en augmentation de plusieurs dizaines de %. Les voitures retournées, les gens sont pas capables de continuer leur location. C'est une des surprises qu'on m'a compté, puis je pense que tu dois savoir de quoi il s'agit, parce que tu travailles avec les gens de PME. Ceux qui avaient une voiture louée, par exemple, puis qui arrivent au bout, puis ils disent, non seulement je la rachèterai pas, mais je vais essayer de m'acheter peut-être une voiture usagée, ça va être moins cher. Mais parce que c'est 8, 10, 12 % d'intérêt. C'est très cher, les voitures. Totalement. Fait que là, tu dis, wow, là, mon paiement, c'est pas une aubaine. Puis même les voitures neuves, à part des exceptions, ce qui est très drôle, c'est que, tu sais, il y a un paradoxe, là, présentement. Je te le dis, tu vas le voir, là, dans toutes les annonces. Les plus gros rabais, tu vas les avoir sur des F-150 puis des gros Christie de camions qui gaspillent puis qui polluent comme ça se peut pas. Mais c'est eux autres qui sont en... Puis il y en a sur la route, là. C'est effrayant. Mais c'est eux... tu remarqueras les 4 3 puis les rabais de compagnie sur les taux d'intérêt sur les gros camions. Oui. Alors qu'on veut qu'ils n'aient plus sa route. Mais en théorie, on comprend que c'est plus ou moins vrai. Mais c'est très drôle de voir ça en même temps. Parce que je me dis, si tu prends un modèle en gros vendeur, tu vas être à 7,99, tu vas être à 8,99 par mois. C'est du stock, là. Tu le payes ton char après 5 ans, là. As-tu vu les mensualités? Mon véhicule, moi, actuellement, là, je me pose des questions à savoir Qu'est-ce que tu fais? T'es-tu au bout d'une location à l'acte? Non, il est à moi. Il est payé. Et puis, mais j'ai 138 000 kilomètres. Bon. Alors, il y a encore une valeur quelconque. Damn if you do, damn if you don't. Je le garde, il va y avoir des réparations. Exactement. Je le garde pas, faut que je paye. Puis en même temps, un char payé, c'est un char luxueux. Il est pas hot, mon auto, là, mais j'avais acheté ça pendant la pandémie au début, puis j'ai moins roulé que d'habitude. J'ai pas ma voiture m'a jamais fait obtenir un contrat. Ma voiture m'a jamais fait perdre un contrat. Elle te fait déplacer. Elle me fait déplacer. Et demain, si je me rachète une voiture bien normale aujourd'hui, c'est 600-700 pièces de paiement par mois. Oui, absolument. Ben normal, là. On parle du bas de gamme, là. Mais des gens qui ont des mensualités en haut de 1 000 $. Il y en a en masse. Il y en a en masse. Moi, louer, c'est pas aussi intéressant pour moi par rapport au ménage que je fais. Je roule beaucoup d'habitude. Et ça a recommencé aussi à ce niveau-là. Fait que là, tu regardes ça, tu dis qu'est-ce que je fais? Mais
Je vais probablement garder. Une semaine, je la garde, une semaine, je la change. Une semaine, je la garde, une semaine, je la change, mais je vais finir par arriver là. Quand on a commencé le podcast, on a parlé des jeunes hommes. Oui. Il y avait une problématique. C'est une problématique dont on parle souvent quand on parle de l'école, parce que souvent, on dit que la patience, quand on va au niveau supérieur, les études supérieures, c'est-à-dire à l'université, on se rend compte que dans bien des facultés, c'est beaucoup des femmes qui sont là. La grande majorité. Si tu vas en pharmacie, en médecine, en droit, c'est 70, 80, 85% féminin. Donc, les hommes ont pas la patience, ont pas l'énergie, ont pas l'intérêt, qu'est-ce qu'il y a, mais tout a des variables liées aux hommes, des jeunes hommes qui sont pas très encourageants. Ma conjointe était ingénieure. Quand elle étudiait en ingénierie, elle était ingénieure électrique. Elle était la seule femme. J'allais dire, il ne devait pas être beaucoup de femmes. Non. Elle était l'ITS à Montréal. Il y avait une seule femme. Elle connaissait tout le monde, bien sûr, tout ça. Aujourd'hui, c'est l'inverse, ou à peu près, là. Ça serait pas, il y aurait juste un gars, mais en majorité, c'est des jeunes femmes. Il y a un retournement presque complet. Un retournement. Et je trouve que, je voulais qu'on se parle de ça, Gilles, parce que, d'abord, au niveau de l'emploi, là, juste ouvrir un clin d'œil, là. C'est juste un clin d'œil avant de commencer. Il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis auprès d'entreprises, 800 employeurs qu'on a questionnés versus le comportement des plus jeunes qui viennent des jeunes qui veulent appliquer dans un emploi. 53% des jeunes, des postulants ont de la difficulté à garder un contact visuel avec les gens. 53% selon les employeurs. C'est 1 sur 2, ça, qui regarde à terre, qui regarde sur son sel, qui regarde au ciel. Ils sont gênés, ils savent pas où regarder, puis 53%. 50%, 1 sur 2, a demandé pour des compensations qui étaient irraisonnables. Je vais avoir congé à ma fête. Un char fourni, j'aimerais ça. Un char fourni, je vais avoir un supplément parce que je suis à la maison. Je vais avoir un supplément parce que je dois aller au travail. Je dois avoir un supplément je vais avoir un billet de ski. Un budget pyjama quand je suis à la maison. Exactement. Non, mais on exagère, mais il y en a qui c'est pas là. C'est vraiment ça, là. Habillé, tu parles de pyjama. 47% des postulants étaient habillés de manière inadéquate pour une entrevue d'embauche. Okay. Et puis moi, écoute, ça me dérange parce que souvent les gens me disent, Simon, est-ce qu'on peut porter tel vêtement avec un client? Puis je dis toujours, posez-vous la question, auriez-vous porté ces vêtements-là pour votre entrevue d'embauche? Parce que, dans le fond, quand tu vas voir un client, tu de te montrer, tu veux te faire embaucher en quelque sorte, tu veux te faire choisir. Mais 47% des gens ont estimé que c'était pas important. 27% des gens ont utilisé un discours inapproprié au niveau, ils ont sacré, ils ont... Toi, tu parles à celui qui fait l'entrevue. Les gens, puis des choses comme ça. Et 21% des gens, lors d'entrevues d'embauche virtuelles, ont refusé d'ouvrir leur caméra. C'est pas The Voice, là. C'est pas des entrevues. Tu veux voir la face de la personne que t'embauches. À une époque, les gens mettaient leurs photos sur leur CV. Parce qu'ils sont en Zoom ou en Teams, on comprend. Exactement. Mais moi, je me montre pas. Non, je me montrerai pas. Et puis, ça, c'est l'art de s'aider, pour être pris. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas juste de pas voir le visage. Non. Si tu veux pas que je vois ton visage, là, il y a un problème. C'est exactement. Pourquoi? Puis ton milieu aussi. C'est que quand tu reçois quelqu'un en virtuel, tu vois aussi où il habite, où elle habite. Et en quelque sorte, c'est un peu intéressant, ça. C'est si tu me reçois dans ta cuisine ou tu me reçois en entrevue d'embauche, puis tu vois les corps morts de bière sur le comptoir en arrière. Ça peut parler. Ça peut parler, puis c'était une opportunité intéressante. Il y a beaucoup d'employeurs qui disent j'aime faire des entrevues virtuelles la première. Parce que ça nous donne une idée du milieu, la personne, du genre, c'est vrai. Et la plus importante, c'est pas le plus gros chiffre, Gilles, mais ça me vire en envers. 19% des jeunes ont amené leurs parents à l'entrevue d'embauche. 1 sur 5. Arrête. Mais non. Je te jure. 1 sur 5. Il est allé avec son père ou sa mère. Ce sera pas non, papa, là. Je vais avoir mon entrevue d'embauche. Hein? Papa, as-tu des questions avec, Ça me tente de répondre à ça, mais ma mère, elle pourra peut-être répondre. Parlez-en à ma mère dehors. Mais de toute façon, ça parle aussi, là. Ça parle aussi, puis c'est pour ça qu'on parlait des jeunes garçons, et je suis inquiet. C'est pas comme avoir un livre que l'autre t'attend dans l'auto dehors, là. À la limite, c'est tel quel. Je sais que moi, mon filleul, récemment, il y a 16 ans, là, il est allé pour des emplois, il s'est trouvé un emploi, et il a pas de permis de conduire encore, il est en train, ma sœur est allée avec lui, mais elle l'a attendu dehors. Dans le stationnement, voyons dehors, elle dit, prends le temps, Elliot, et puis il s'appelle Elliot aussi. Quel beau prénom, oui. Et puis, je t'attends, là. Elle est pas allée en dedans, voyons donc. Mais c'est presque inimaginable, ce que tu dis là, mais c'est vrai, c'est des vrais... C'est dramatique, c'est des vrais chiffres. Et c'est où est-ce qu'on s'en va quand on regarde ça? Mais c'est de toute façon, c'est un symptôme
symptôme de notre société aussi, là. Totalement. Ça, c'est les 8 parents, grands-parents et grands-parents de familles rassemblées et reconstituées qui sont au parc avec un enfant. Là. On est dans la bienveillance. On est dans la bienveillance et c'est pour ça que je voulais parler des jeunes hommes parce que les jeunes hommes sont 3 fois plus susceptibles de se suicider que toute autre cohorte actuellement. Sont 3 fois plus susceptibles de développer une dépendance, alcool, jeu, drogue, bien sûr, pornographie en ligne. 12 fois plus susceptibles d'être incarcérés que toutes les autres cohortes, toutes c'est dramatique. Sont également 4 fois moins susceptibles d'aller à l'université que tous les autres. Ça se voit sur les bancs d'université. Hein? Totalement. Et ça contribue au déclin d'une cohorte complète des jeunes hommes. Et actuellement, les 30 ans et moins, là, c'est assez particulier ce qui se produit en Amérique du Nord. Les statistiques sont alarmantes. D'abord, écoute, ça va te faire sourire, mais pour moi, c'est plus grave que un homme sur 3 de moins de 30 ans n'a eu aucune relation sexuelle dans la dernière année. Et c'est basé sur quoi? C'est que ce qu'on se rend compte, c'est que t'es à la maison. Si t'es toujours à la maison devant ton ordi, t'es moins souvent à les rencontrer, d'abord. Ils sont dans le sous-sol, ils sont sur les YouPorn, les OnlyFans, des choses comme ça. Ils ont pas confiance en eux autres. Ils ont été surprotégés par leurs parents. Donc, ils sont pas fait dire non souvent. Mais tu sais quoi? C'est décevant, mais c'est pas si surprenant. Non. T'es d'accord? Hein? Absolument. On connaît la société dans laquelle on évolue. On voit bien qu'il y a des problématiques. Puis tout ça, à ça s'ajoutent les problématiques au deuxième étage. L'anxiété, le manque de confiance en soi, ça va tout ensemble. Ça. Écoute, le jeune, il a pas confiance en lui, il a peur du rejet, donc il continue. Je vais commander mon lunch. Il s'auto-satisfait. Il s'auto-satisfait. Dans son monde à lui, c'est-à-dire, ça peut être le jeu, ça peut être plein d'affaires, la pornographie et autres, mais j'ai pas besoin des autres. Non, c'est tout le reste. Et puis ce qui est dramatique dans ça, c'est que on a fait beaucoup de choses dans les 30 dernières années. On a fait beaucoup de choses, puis c'est parfait. On s'est occupé des communautés ethniques, on s'est occupé de la diversité sexuelle, des Premières Nations. Oui, c'est vrai qu'on avance. Absolument, le BGTQ+, et ouverture. Ouverture, puis c'était parfait, c'était nécessaire. On a souvent vu dans les dernières années, on a vu des emplois qui étaient offerts à si vous êtes membre d'une communauté, si vous êtes membre d'une diversité sexuelle et tout ça. Et c'est quoi? C'était correct. Avouons que c'était correct un certain temps, qu'on rééquilibre les choses. Mais j'ai l'impression, Gilles, qu'on est peut-être rendu l'autre bord. On devrait peut-être dire... Ramener un petit peu. Ramener ça, c'est pour les hommes en priorité parce que les chiffres sont dramatiques. En passant, la femme a progressé, puis c'est une bonne nouvelle, c'est ce qu'on souhaitait faire. Oui. Plus rapidement que toutes les autres cohortes. C'est-à-dire que de toutes, quand on parle justement communauté ethnique, diversité sexuelle, c'est la femme qui se porte mieux. Il y a plus de femmes que d'hommes qui cherchent à obtenir un diplôme postsecondaire. Et le nombre de femmes élues dans les leaders d'aujourd'hui et de demain, faut pas oublier ça. Absolument. Complètement. On doublé le nombre de femmes dans nos parlements au niveau municipal, provincial, fédéral. Ça a doublé dans les 20 dernières années. C'est extraordinaire. Il fallait en venir à ça. Et je veux pas qu'on arrête ça. Je veux pas qu'on arrête le progrès. Mais je crois qu'on a négligé. Parce que les impacts sont majeurs. Parce que, comme je disais, ils ont été ignorés, mais il n'y a pas une empathie non plus qui a été portée envers eux autres. On a l'impression qu'ils payent pour le prix du passé de cette décès. Puis je trouve ça assez dommage à ce niveau-là. Puis quand on regarde au niveau des impacts, il y a un impact économique, mais émotionnel de la réduction du bassin d'hommes qui est viable. Parce que là, on parle d'hommes viables et on estime que ces hommes-là sont pas viables. Alors, la réduction économiquement... Moins de couples, moins de familles, dans le fond. Moins de couples, moins de familles, moins d'enfants. Et ça, c'est une autre affaire aussi, c'est que là, on commence à en parler. On a parlé dans les dernières années, il y a des gens qui disaient, les jeunes disaient, je ferai pas d'enfants pour l'environnement. Et là, on est en train de se rendre compte que dans plusieurs populations actuellement, on ne fait pas assez d'enfants. Et il y a vraiment eu un retard là-dessus. Donc, l'homme il se sent pas apte au niveau économique, il veut pas avoir d'enfants, il veut pas rencontrer. Il est pas confiant dans sa job, il dit, je m'embarquerai pas dans une famille où je vais être obligé de dépenser tant d'affaires, je vais essayer de me faire vivre moi-même. Oui. Il se sent sous-éduqué versus la personne qu'il voudrait rencontrer, femme, homme, je m'en fous, ça me dérange pas. Il n'est pas à la hauteur, c'est ça. Il ne sent pas à la hauteur parce qu'il est allé moins à l'école. Financièrement, ça va pas bien. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des jeunes enragés qui ont des propos misogynes, qui ont des Andrew Tate de ce monde, des espèces de gens qui ont des
podcasts ou qui ont mais qui sont... Ils ont besoin de crier, là. Ils ont besoin de crier, qui créent des jeunes enragés. Puis ces jeunes enragés-là, ben, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils contribuent pas à la population, ils contribuent pas à la communauté, mais je trouve ça actuellement majeur. Et je crois qu'on doit revenir avec certains efforts à ce niveau-là. On se rend compte que les hommes sont sans référence actuellement. Les modèles, hein? Ils n'ont pas de modèle masculin. Il n'y a pas beaucoup de modèles masculins à l'école non plus. C'est très, très féminin à l'école. Puis c'est correct. C'est correct, mais on se rend compte que le fait de ne pas avoir d'hommes dans son milieu, c'est majeur pour les jeunes hommes. Et ils ont besoin de se trouver autour de ça. Et des parents qui sont pas toujours là. Soyons honnêtes, d'une société qui demande que les deux travaillent puis qu'il faut travailler beaucoup pour payer tout. Tu sais, l'engrenage, faut tout payer ce qu'on a embarqué dedans puis le voyage qu'on espère faire puis c'est majeur, la roulotte. Mais tu sais, on le sait, là. Fait que ça fait que tu travailles toujours. Fait que il y a un social, il y a un communautaire, il y a un familial qui perd à ça. C'est sûr, c'est sûr. Tu peux pas que gagner. Puis il y a des impacts de violence parce que là, le jeune, c'est référent au point de vue comment je me comporte avec quelqu'un sont sur en ligne, sur les réseaux sociaux, les interventions, on voit les signes de violence actuellement dans les cours d'école, partout. C'est il y a quelques semaines à Montréal, il y a un jeune qui a été poignardé en pleine cour d'école, il y a des 14-15 ans. On est allé à l'école, puis qui avait un poignard à l'école? Personne. Hey, là, des coups de marteau. Une machette. T'achètes ça où, une machette? Puis je sais même pas ce que t'achètes ça, ces affaires-là. Puis là, tu vois que des jeunes se font attaquer par 2, 3, 4. Il y a toujours 3, 4 morons qui filment autour. Oui, mais ça, c'est l'autre affaire. Au lieu de prendre un téléphone puis appeler le 911. Premièrement. Deuxièmement, si vous êtes 3, vous pouvez sauter sur le dos de l'autre qui est en train de martyriser l'autre. Exactement. C'est fait de quoi? Mais non, là, on est spectateurs. Et puis tu trouves pas que ça fait aussi remonter quasiment 1500 ans en arrière au centre du village? Totalement. Tu sais, la crier, puis on arracher la tête. Il y a quelque chose de débile là-dedans. Avec des moyens très techno. Oui. Puis là, tu vas mettre ça en ligne. Mais c'est quoi? Justement, mais ils cherchent une façon de paraître hot. Hein. Alors, ils ont mis quelque chose en ligne, mais moi, je trouve que... Je suis surpris de voir des vidéos que je vois sur les réseaux sociaux, ce que je me dis, comment ça qu'ils n'ont pas laissé le téléphone dans leur poche puis être allés chercher les gens. Intervenir. À toute minute, je suis là, mais comment ça qu'il n'y a pas d'intervention? Arrêtez de filmer. Moi, si je vois un accident sur le bord de la route, mon premier réflexe, c'est pas de filmer, c'est d'aller voir si les gens ont besoin d'aide. Êtes-vous correct? Constatez, chérie, appelle le 911. Et puis, j'avais une bouteille d'oxygène pur dans mon véhicule à cause des cours de plongée sous-marine, puis je suis déjà arrêté dans certains accidents où j'ai fourni de l'oxygène à des gens qui étaient en difficulté. Et puis, parce que j'avais ça, puis j'ai les licences, puis j'ai les cartes pour être capable d'appliquer ça, mais... Deux fois, Simon nous donnait à des gens qui étaient morts. Il est revenu. Ils sont revenus grâce à toi. Tu sais, le gars, il est tellement un bon citoyen que, tu sais, l'ambulancier qui tape sur l'épaule, c'est parce que Simon, il est mort, là. C'est beau. Conférencier, formateur et ressusciteur. Je sais pas si on pourrait appeler ça de même. Mais, alors, fait que j'ai l'impression qu'on... C'est un sujet qui est important. Il est important, il est délicat. Qui est souvent évité aussi. Il est évité parce que ça a pas été dans l'air du temps les dernières années. Comme je disais, on s'est occupé de... Fallait rééquilibrer les forces. Platement parlant, souvent, les gars parlent pas, puis les filles parlent plus. Les gars parlent pas. Ils parlent pas, ils s'organisent pas. La honte, hein, tu veux pas avoir l'air faible. Les filles là-dessus, les femmes et les filles sont je dis pas qu'elles sont parfaites, c'est pas du tout. Mais, sauf ma femme puis la tienne. Mais, ils sont quand même, il y a une ouverture puis ils vont plus parler, ce qui fait qu'on peut les aider plus. Ils communiquent plus. Oui. Fait que on aurait beaucoup à apprendre. Et là, les gars, on a beaucoup à apprendre. Les gars s'organisent pas entre eux. On le voit juste, le cancer du sein versus le cancer de la prostate. C'est pas la même sororité, c'est pas la même. La santé féminine n'est pas perçue de la même façon. Et c'est pas à la mode non plus les équipes de hockey vont porter des gilets roses, ils vont avoir des insignes. Mais de faire des actions pour les hommes, c'est pas dans l'air du temps. Et je trouve ça dommage actuellement parce que on a besoin de jeunes hommes en santé, mentalement, physiquement, qui aillent pas à l'école s'ils n'ont pas envie d'aller à l'école. Je parlais avec le conjoint, le chum de la plus vieille hier chez nous de ma blonde, et puis il a décidé d'aller en électricité à l'automne. C'était un bon choix. Il s'appelle Vincent. C'était un bon choix, Vincent. L'intelligence artificielle ne mettra pas ce monde-là dehors. Non. Il y a des besoins. Tu vas bien gagner ta vie. Tu vas bien gagner ta vie. Puis c'est parfait. Il a le droit de pas aller à l'université. Il va bien faire ses choses. C'est pas pour tout le monde. Voyons donc. C'est un gars gentil. C'est un gars fin. Il est extraordinaire avec Frédéric. C'est parfait. C'est un
bel homme de moins de 30 personne. ans. On doit en avoir plus, mais il faut pas abandonner ça. Puis, alors, est-ce qu'on devrait commencer à mettre des quotas de dire, on va prioriser une clientèle, une candidature masculine pour un poste d'enseignant, mettons, au secondaire? Là où là où il y a plus d'écart, c'est-à-dire à l'école, c'est sûr qu'à l'école, c'est important comme... C'est le début. L'école et la maison, évidemment, les parents ont une responsabilité, mais l'école aussi. L'école, il y a plusieurs intervenants, plusieurs personnes qui, depuis des années, questionnent le côté essentiellement féminin de l'enseignement, qui correspond pas assez aux besoins masculins souvent. Je trouve c'est clair que là, il y a une lacune. Je pense qu'il faut ramener ça. Est-ce que ça veut dire revenir à des classes masculines, des classes féminines ou peu importe? Je ne sais pas c'est quoi la solution, mais j'ai l'impression qu'on doit s'y pencher davantage. Ça a un impact au niveau économique, ça a un impact sociétal, ça a un impact dans nos entreprises. Et éventuellement, on disait qu'on fait moins d'enfants, puis il faudra en faire plus. La source est encore là. Puis si la source n'est pas en santé, ça va produire des produits non en santé. Ouais. Merci, M. Saint-Hilaire. Bon été. J'ai quasiment le goût de te dire un excellent été 2024. Merci, Simon. À bientôt. À bientôt.